business, avant de commencer, il faut qu'on se dise ce que c'est que le business. Je ne vais pas utiliser les termes trop professionnels parce que c'est pas tout le monde qui a fait des études en marketing ou en gestion. Le business, en termes aussi faciles, c'est pour nous qui voulons être des commerçants, c'est la vente des produits ou des services. Soit tu vends un produit, soit tu vends un service. C'est ça qu'on appelle le business. Maintenant, en termes un peu plus professionnels, on appelle ça, on dit marketing. Parce que les gens pensent que le marketing, c'est juste faire la publicité d'un produit. Non. Le marketing, c'est la conception d'un produit jusqu'à la vente. Et après la vente, on va au service après-vente. C'est ça qu'on appelle le marketing. Donc le marketing, ce n'est pas seulement quand le produit est déjà là ou quand le service est déjà là. Le marketing commence au niveau de la conception du produit. Qu'est-ce que tu veux vendre? Qu'est-ce que tu veux offrir? Donc c'est à ce niveau que le marketing commence. Bon, avant de se lancer dans le business, il va falloir faire, j'ai réduit ça à 2 choses. Ces 2 choses sont quoi? Il y a d'abord l'introspection de nous, de chacun, c'est-à-dire la personne qui veut lancer le business. Et puis 2, l'étude de marché. Bon, avant d'aller dans l'étude de marché, il faut déjà chercher à savoir si toi-même, en tant qu'une personne, tu peux être capable de gérer un business. Et cela va dans plusieurs volets. Le premier volet, c'est d'abord de te demander, chercher à savoir ta personnalité. Je suis quel genre de personne? Est-ce que je suis introvert? Je m'excuse, introvert veut dire quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Oui. Si tu ne parles pas beaucoup, et vous savez qu'on fait le commerce et qu'on vient de commencer, il va falloir prospecter. Il va falloir parler de son business aux gens. Est-ce qu'avec ma personnalité, je suis capable de promouvoir mon business? Il faut se poser cette question. Est-ce que je m'enflamme trop vite? Est-ce que je suis du genre à facilement m'enflammer quand il y a une situation? Parce que quand vous faites le commerce, il faut s'attendre à tout. Les gens vont vous parler n'importe comment. Et est-ce qu'avec votre personnalité, est-ce qu'avec votre tempérament, vous pouvez accepter cela? Ce sont des questions qu'il faut se poser avant, au niveau de la personnalité. Est-ce que je suis patient? Il faut se demander, est-ce que je suis patient? Est-ce que je vais pouvoir gérer ça? Ça sont des questions à se poser à soi-même au niveau de sa personnalité. Maintenant, le deuxième volet au niveau personnel, c'est la disponibilité. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le commerce, dans le business, juste parce ils ont appris que le business permet de survivre. Ils ne cherchent même pas à savoir s'ils sont disposés, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont assez de temps pour gérer leur business. Moi, je vais me concentrer sur nous, jeunes qui sommes, nous sommes tous des débrouillards et la majorité d'entre nous, nous sommes encore des étudiants. Est-ce que mon temps me permet de gérer le commerce? Parce qu'il ne faut pas lancer un truc et quand les gens sont intéressés, ils vous écrivent et vous n'êtes pas disponible pour répondre aux clients. Est-ce que je suis assez disponible pour répondre aux clients? Est-ce que ma vie que je mène actuellement me permet de lancer un business? Tu vas voir une femme qui vient d'avoir un bébé, qui se lance dans le commerce. Là, je vous assure, elle ne peut pas être disponible à 100%. Parce que nous connaissons tous ce que c'est d'avoir un bébé en main. Est-ce que je suis assez disponible? Il y a d'autres qui sont des travailleurs, mais qui se lancent dans le business. Pourtant, ils vont au travail à 7 heures et ils rentrent à 19 heures. Et au travail, c'est pas possible de manipuler le téléphone. Et entre-temps, quand vos clients
il y a beurre. Vous me recevez? Oui, ça va, 5 c'est 5, il n'y a pas de souci. Oui, ça va. D'accord. Il y a des gens qui ne sont pas disponibles, mais qui se lancent dans du business. Pourtant, leur emploi de temps ne les permet pas de gérer tout ça. Ça, c'est le volet de la disponibilité. Maintenant, le troisième aspect, il y a quelqu'un que son micro est ouvert. Je ne sais pas si la personne peut fermer son micro. Olivier? Non, c'est pas Olivier, c'est qui? Ah, d'accord, merci, la personne a éteint. Il y a aussi le troisième aspect, le carnet d'adresse. Avant de se lancer dans le business, il faut regarder son carnet d'adresse. Quand je parle de carnet d'adresse c'est un peu plus professionnel ou bien ton portefeuille. Maintenant, en termes plus faciles, tes contacts. Avant de te lancer dans un business, il faut regarder tes contacts. Les gens avec qui tu te mélanges en fait. Tu ne vas pas regarder ton répertoire et tu ne vois que des gens, des jeunes étudiants et tout, et tu veux déjà te lancer dans la vente, même seulement dans la location des voitures, et pourtant, tous tes contacts vont à pied ou vont en taxi. Parce qu'il faut noter, quel qu'en soit ce qu'on dise, nos contacts sont nos premiers clients. Nos contacts sont nos premiers clients. Ce ne pas nos premiers clients, mais nos premiers prospects. Les gens, notre première cible en fait. Ce sont nos premiers futurs clients en fait, parce que quand on lance le business, c'est d'abord eux qui sont au courant avant que les autres viennent derrière. Quand tu regardes ton carnet d'adresse, je vais prendre un exemple simple. Ton carnet d'adresse, ce sont des jeunes filles qui dépendent encore de leurs parents et tout. Et puis tu veux vendre des sacs. Et tu te lances dans des sacs qui coûtent 20 000, 25 000. Mais, est-ce qu'elles pourront se l'offrir? Non. Elles ne pourront pas s'offrir, c'est ça que tu vas te demander. Pourquoi ma marchandise ne sort pas? Pourtant, j'ai la bonne marchandise. Donc, c'est tout ça à ton niveau, c'est ça que tu regardes d'abord. Ça, c'est le côté introspection. Maintenant, on va entrer dans l'étude de marché, qui est le côté professionnel. Tu ne peux pas te lancer dans un business sans étudier ce marché. Peut-être qu'on dit étude de marché, les gens voient ça un peu trop grand, comme si tu dois aller sur le marché. Parce qu'avant, quand je comprenais étude de marché, ce que je pensais, c'est que les gens prennent le bic et la feuille et ils vont au marché, ils se mettent à écrire. Nous tous, quand nous nous lançons dans l'étude de marché, souvent on le fait consciemment et parfois c'est inconsciemment. Tu es là, tu es en train de réfléchir, ça c'est une étude de marché quand tu regardes. Et le marché, ce n'est pas, le marché c'est pas les marchés où vous voyez les gens assis. Le marché c'est tout potentiel client qui peut acheter ta marchandise. C'est ça qu'on appelle le marché. Ce n'est pas le marché physique. Le marché le plus souvent n'est même pas physique. C'est toute personne potentielle à acheter ton produit. C'est ça qu'on appelle le marché. C'est pas ce qu'on retrouve comme marché où on va acheter la tomate et tout. Déjà, c'est ça qu'il faut noter quand on dit étude de marché. Le marché, c'est toute personne potentielle qu'on cible pour acheter nos produits ou nos services. Maintenant, quand on fait une étude de marché, le premier truc, l'erreur que les gens commettent, c'est d'aller sur le marché et chercher ce qui passe. Ce qui passe donc, et c'est une erreur que beaucoup de gens font. Parce que j'ai eu cette remarque, la majorité des clients qui viennent vers moi, les nouveaux qui viennent vers moi, ils ont toujours la même question. Grande sœur, je ne sais pas
ce que je veux. Je ne sais pas exactement. Quand tu viens vers moi, je te demande, tu veux faire dans quoi? La majorité, les nouveaux me répondent, je veux, conseille-moi ce qui passe. Ça, c'est la plus grosse erreur à commettre quand tu fais une étude de marché. Parce que quand tu vas au marché avec la mauvaise question, tu vas ressortir avec la plus mauvaise décision. Quand tu vas au marché chercher ce qui passe, là, tu vas ressortir avec la plus grosse erreur. Quand on va au marché, on va chercher ce qui manque. Quand on va au marché, pour faire une étude de marché, on va chercher ce qui manque et non ce qui est déjà là. Je vais prendre un exemple simple. Vous allez voir dans un quartier, il y a des gens qui ont des machines à glace. Il y a peut-être 3 personnes qui ont des machines à glace. Et ça passe très bien. Ça passe tellement bien. Maintenant, toi, tu es dans ce quartier et tu cherches un business que tu vas faire pour t'occuper ou te faire des petits sous. Quand tu arrives dans ce carrefour, tu t'assois au carrefour, tu regardes, tu vois que, waouh, il y a le rang devant ces 3 machines à glace. Ça veut dire que le marché de machines à glace passe. Il faut que j'aille acheter ma part de machine et je vienne poser là. Automatiquement, c'est cela. C'est la décision que beaucoup de personnes vont prendre. Et pourtant, c'est une erreur. C'est une erreur. La question que vous devez plutôt vous poser, c'est qu'est-ce qui peut passer avec les glaces là? Parce que si tu vas t'ajouter dans le marché des glaces, ça rend la compétition rude. Plus il y a des vendeurs sur le marché, plus la compétition est rude. Et plus, comment je vais expliquer ça? Et plus la demande du client est élevée. Parce que quand en marketing, on dit the higher the supply, the lower the demand. Donc, du genre, quand il y a trop de supply, on dit supply en français comment? Bon, il y a trop de fournisseurs. Fournisseur. Oui, quand il y a trop de fournisseurs, ça réduit le nombre d'acheteurs de chaque fournisseur. Pourtant, dans le marché, tout le monde cherche à avoir le monopole. Parce que même en économie, la meilleure forme de marché, c'est le monopole. Quand tu as le monopole de quelque chose, c'est toi qui décides du prix. Mais quand il y a les compétiteurs, c'est le client qui décide du prix et de la qualité des produits. Sinon, quand tu as le monopole, les clients sont obligés de prendre ce que tu offres et à ton prix, surtout quand le produit est bon. Au lieu de te rajouter à ce nombre de vendeurs de glace, tu peux peut-être mettre ta machine de shawarma. Tu peux mettre ton petit barbecue. Il y a beaucoup d'autres trucs. Les jeunes là, qu'est-ce qu'ils aiment? Le shawarma, le barbecue. Que de t'ajouter au nombre de vendeurs de glace parce que tu as vu que les glaces passaient. C'est un peu ça l'étude de marché. Quand on va chercher ce qu'on veut offrir au marché, on ne va pas chercher ce qui passe, on va chercher ce qui manque sur le marché. Et de deux, quand on va faire une étude, quand on veut chercher ce qu'on va vendre, rassurons-nous qu'on a les moyens pour pouvoir mettre ce que nous proposons, nous voulons vendre à la disposition de notre cible. C'est en ce moment que
le marketing, je sais pas si on dit mix du marketing ou le marketing mix. Pour ceux qui ont fait marketing, il y a ce qu'on appelle le marketing mix. Vous voyez, le marketing mix, c'est un truc incontournable pour ceux qui font le commerce. Vous l'utilisez inconsciemment, mais ce qui est si tout le monde utilise le marketing mix. La réussite d'un bon commerce se tourne autour du marketing mix. C'est les 4 P. Les 4 P. Je sais pas si en français, en anglais, c'est product, price, place and promotion. Je crois que en français, c'est le produit, le prix, le lieu ou la place et la promotion. L'étude de marché te permet d'avoir le produit, de concevoir ton produit. L'étude de marché te permet de concevoir ton service. Aujourd'hui, nous ne sommes pas toujours obligés de vouloir proposer des produits. Aujourd'hui, le monde du service, surtout en Afrique, est en train de se développer. Je vais prendre un exemple simple pour nous qui sommes en Chine. Et ce que je voulais aussi dire, c'est qu'il faut savoir adopter ton offre sur le marché. Adapter ton offre par rapport aux exigences du marché. C'est pas parce que tu fais dans ça que tu vas caler dans ça. Le marché change et il faut être capable d'adapter. Je vais prendre un exemple très simple avec Royal Service. Quand on a commencé à Royal Service, beaucoup de gens ne connaissaient pas encore Alibaba. On proposait les articles, on ajoutait nos petits trucs et puis on mettait la commission et tout et tout. Et puis ça passait très bien. Et puis il y a des gens, bon, la technologie, automatiquement, les gens ont appris qu'il y a Alibaba où on pouvait faire les achats soi-même, on n'a plus besoin des gens en Chine pour faire le tout. Automatiquement, ça a cassé notre business. Tout le monde connaissait qu'on peut acheter sur Alibaba. Et ils vont sur Alibaba, ils voient les prix. Maintenant, quand on leur proposait leur prix, c'était un peu fort pour eux. Et ils nous disent que, bon, nous, on peut acheter sur Alibaba. C'est là que nous revenons, nous réadaptons nos services. Nous leur disons, OK, sachez un truc. Vous pouvez acheter sur Alibaba. Vous pouvez voir des articles sur Alibaba. Mais l'achat est compliqué. Parce que si vous avez 10 produits achetés, vous allez prendre dans 10 magasins différents. Et si vous voulez faire partir votre colis par bateau, par exemple, il va falloir qu'on mette tous ces colis ensemble pour pouvoir envoyer. Et les cargos ne peuvent pas faire ce travail. Surtout quand vous êtes en Afrique, la communication n'est pas très bonne. Nous avons proposé un autre service qui est la réception. Vous pouvez, on leur donnait le choix, vous pouvez vous-même commander et puis nous on met notre adresse à disposition. On arrange vos colis, on emballe, on fait tout et puis on envoie au cargo. Et nous aussi, ce qu'on faisait, en ce moment, avant là, eux, ils n'avaient pas encore les cargos. Ça, à l'époque, ils n'avaient même pas encore les adresses des cargos. C'est ce nouveau service qu'on a ajouté. La réception des colis des gens qui ont déjà leur fournisseur sur Alibaba et tout et tout. Et après ça, parce qu'il faut toujours étudier le marché. J'ai regardé et puis j'ai vu qu'il y a des gens qui ont des difficultés de paiement. Il y a des gens qui ont des difficultés de paiement de leurs marchandises. Surtout avec Corona. Les gens ne voyagent plus. Les gens ont besoin d'acheter la marchandise. Et la monnaie dont les gens ont besoin, c'est le yuan. Les gens ont besoin de payer leurs marchandises en yuan. Si vous avez constaté, ceux qui sont en Chine, vous connaissez comment le yuan est devenu rare. Ça, c'est un autre service qui s'ajoute. L'échange de monnaie. Ça, c'est un autre service par rapport, je ne sais pas dans ça, mais vu
la demande qui augmentait de jour en jour, c'est une opportunité. C'est comme ça qu'on se lance dans l'échange de monnaie. Bon, pour l'instant, nous sommes limités au Cameroun et nous sommes en train de voir comment peut-être se lancer avec la Côte d'Ivoire avec le temps. Parce que cette situation, tant que les frontières ne sont pas ouvertes, le business d'échange va toujours prospérer. Parce que avant, les gens voyageaient avec l'argent sur eux, l'argent de leur commande, ou ils voyageaient avec leur carte bancaire sur eux, qui venaient et ils retiraient ici. C'est ce qu'ils faisaient avec leur carte Visa. Mais actuellement, c'est pas possible. Donc, ils ont besoin des gens qui vont leur faire des échanges d'argent. Tout ça, c'est dans l'étude de marché parce que je voyais avant, tu écris dans un groupe, oh, j'ai besoin du renminbi, en 5 secondes, tu as le renminbi. Mais aujourd'hui, si tu veux le swap gratuit, c'est impossible. C'est impossible d'avoir le swap, sauf si c'est la chance. Imagine, tu as un client qui est pressé, il veut sa marchandise, tu ne vas pas compter sur le swap gratuit. Ça aussi, c'est un service qui s'ajoute juste parce que j'ai observé le marché. Juste parce que j'ai observé le marché. Ça, c'est au niveau des produits. Comment concevoir les produits qu'on offre ou comment les produits ou les services qu'on offre aux clients. Et maintenant, quand on parle de produits, il y a deux manières de mettre le produit à disposition. Est-ce que ça sera sur commande ou ça sera du genre, tu utilises ton argent pour mettre le produit à disposition et puis les gens commandent après et les gens achètent directement sur place. Ça sera un autre débat parce qu'on ne peut pas tout faire aujourd'hui. Ça sera un autre débat. Peut-être si j'ai l'opportunité de travailler dessus, je reviendrai. Nous avons déjà un peu brossé sur comment concevoir le produit qu'on veut offrir. Parce que tu ne peux pas dire que tu vas te lancer dans le business sans savoir ce que tu veux offrir aux gens. Quand tu as déjà pensé ton produit, maintenant, la prochaine question que tu dois te poser, c'est le prix. C'est là où la guerre commence. La vraie guerre commence. La compétition. Et il faut être très stratégique dans les prix. Pour un seul franc que tu diminues là, ça te ramène ça te rapporte beaucoup d'autres clients. Et quand tu fais ton business, rassure-toi de connaître tes compétiteurs. Rassure-toi de connaître tes compétiteurs. Mais comme nous, le plus souvent, on fait dans les commerces où c'est vraiment un peu beaucoup vulgaire. On veut tous vendre les habits, on veut vendre les chaussures, on veut vendre les mèches, on veut vendre des trucs comme ça. Pour connaître son compétiteur, Internet nous aide beaucoup. Allez dans des groupes de vente là et voir environ combien ces produits-là sont vendus sur le marché. Et maintenant, à partir de là, tu sais que bon, comme c'est vendu comme ça, moi je baisse un peu. Je baisse un peu. Parce que, surtout quand tu es nouveau, tu ne peux pas te comparer avec les anciens. Le truc qui va te différencier des anciens, ce n'est pas ton produit qui te différencie des anciens, parce qu'ils n'ont pas encore testé ton produit, c'est le prix. Nous tous, l'expérience de l'Afrique a montré que l'Afrique ne regarde pas la qualité au départ, c'est d'abord le prix. Quand un Africain va sur le marché, ce n'est pas la qualité qu'il va regarder, c'est les prix qu'il va comparer et non la qualité. Si c'est en Europe, eux, ils font la compétition de la qualité. Mais nous, en Afrique, c'est la compétition du prix. Donc, quand tu vas sur le marché, c'est le prix des compétiteurs que tu vas regarder. J'ai eu une petite expérience. Il y a une babouche MS qui est très, très, très vulgaire actuellement. Avant, je proposais la qualité de cette babouche-là. Mais la personne qui avait trop commandait d'hyper de la qualité.
Mais si je vous dis que la copie de cette babouche-là, nous, on peut vendre 500 paires à moins d'une semaine. Parce que les gens regardent le prix. En Afrique, les gens regardent le prix. Ils se foutent de la qualité. Parce qu'il y a la conjoncture en Afrique. Il y a la conjoncture en Afrique. Donc les gens regardent juste le prix. La qualité la vient après. Donc c'est ça. Avant de donner tes prix, les prix de tes articles, rassure-toi de connaître le prix sur le marché. Et puis essayer de baisser un peu. Maintenant, quand tu as fini avec ton produit et déterminer le prix, maintenant le troisième aspect, c'est la place. La place, c'est quoi? Place. Place. Où est-ce qu'on retrouve ton produit? Où est-ce qu'on retrouve ton produit? Est-ce que ton produit là, c'est sur place ou c'est sur commande? Et quand c'est sur place, c'est à quel niveau? Est-ce que c'est accessible à tout le monde? C'est là que l'aspect de distribution joue un grand rôle. Actuellement, j'ai découvert qu'en Côte d'Ivoire, le système de livraison est vraiment en train de s'agrandir. C'est un truc que actuellement au Cameroun, si c'est une très bonne idée au Cameroun actuellement, le système de livraison. Parce que la manière que ce domaine s'est développé en Côte d'Ivoire, c'est pas encore pareil au Cameroun, la livraison. Où est-ce qu'on retrouve vos produits? Quand vous avez fini de déterminer votre produit, déterminer le prix, maintenant au niveau de la place où est-ce qu'on retrouve votre produit, vous devez vous rassurer que vos produits sont disponibles. Vous avez dit qu'on retrouve vos produits, qu'on aille retrouver ça là-bas. Et rassurez-vous toujours que le lieu que vous donnez pour retrouver vos produits soit accessible. Que le lieu que vous donnez pour retrouver vos produits soit accessible. N'allez pas mettre vos produits dans les fins fonds là-bas et vous espérez que c'est le client qui doit aller chercher là-bas. C'est le vendeur qui se rapproche du client. Ce n'est pas le client qui se rapproche du vendeur. Il faut que l'endroit où vos produits sont disponibles soit vraiment accessible pour le client. C'est pourquoi vous allez voir, les boutiques en bordure de route vont toujours coûter plus cher que les boutiques dans les quartiers. Parce que, à cause de l'accessibilité. Maintenant, si vos trucs sont dans les quartiers, mettez les services de distribution en marche. Pourquoi pas faire les livraisons gratuites? Si vous voyez que le fait de dire au client que bon, mon endroit là, allez, va à gauche, va à droite, appelle ici, appelle là-bas, tu dis bon, livraison gratuite. Bon, il est bien vrai que ça là déjà entre dans la promotion. On reste sur la place où le produit est disponible. Rassurez-vous que l'endroit que vous déterminez pour la présence de vos produits soit accessible à tous vos clients. Si c'est en ligne, rassurez-vous d'être toujours connecté. Si par exemple, vous êtes en Chine et puis les clients sont en Côte d'Ivoire, le premier truc que vous devez toujours parler avec vos clients, c'est le décalage horaire. Il faut toujours communiquer ça avec vos clients. Parce que j'ai eu des problèmes avec certains clients. Ils m'ont écrit peut-être à 1h le matin. Ils ont vu que j'étais en ligne et je n'ai pas répondu. C'est à 8h quand je me réveille que je réponds. C'est que j'ai vu les messages et je n'ai pas répondu. Le premier truc qu'il faut toujours communiquer avec les clients, c'est sur le décalage. Pour ceux qui sont en Chine, sur le décalage horaire. J'ai vu beaucoup de gens actuellement qui notifient les heures de service que bon, disponibles entre 8h et 18h. Bon, ils adaptent les heures par rapport aux heures de la Côte d'Ivoire. Peut-être ils mettent peut-être de 8, peut-être midi à 22h. Heure de Côte d'Ivoire. Bon, ils adaptent un peu. Ils signalent ça dans quand tu leur écris sur WhatsApp, c'est noté.
que je suis disponible de telle heure à telle heure pour pouvoir éviter des incompréhensions pareilles. Maintenant, nous allons parler du quatrième P qui est la promotion. N'hésitez, les Africains aiment des cadeaux, ils aiment des petites attentions. En fait, tout client aime des petites attentions, des cadeaux. Nous, ce qu'on fait, on lance souvent, comme parfois, nous, c'est avec commission. Ce qu'on fait souvent comme promotion, on dit peut-être, ok, ceux qui vont commander. Et il faut savoir quand lancer des promotions. Ne lancez pas les promotions, oh là là, ne lancez pas les promotions pendant les périodes hautes. Comme par exemple, en décembre, comme ça là. Les gens vont commander. Il faut lancer les promotions pendant les périodes mortes. Comme par exemple, vous savez, après décembre, là, en janvier, les choses sont un peu molles, genre. Vous lancez des petites promotions, peut-être 5% de réduction sur chaque truc, 10% de réduction. Nous, le plus souvent, on réduit au niveau de la commission. On dit peut-être, ah, de telle date à telle date, si vous commandez, on réduit la commission. Ou les Africains aiment les cadeaux. Parfois, on dit, si tu commandes de telle date à telle date, on va te donner peut-être une clé USB, on va te donner un t-shirt, un truc, on propose des cadeaux, on va t'ajouter 10 paires de ceci par rapport au montant que tu commandes. C'est ça qu'on appelle des promotions. Mais ceci, c'est quand le produit est déjà lancé. Et aussi, vous pouvez aussi proposer la livraison gratuite dans le pays. Pour l'instant, la livraison gratuite jusqu'en Côte d'Ivoire ou pour le Cameroun, sauf si tu vas mettre dans le bateau, dans un de tes colis, mais vu que tu vas faire la livraison gratuite par avion, c'est pas possible. Donc voilà un peu les aspects à vérifier avant de se lancer dans le business. Et maintenant, si vous constatez que les réponses à ces questions, il y a de la négation à l'intérieur, c'est-à-dire il y a des endroits, peut-être au niveau de ta personnalité, tu vois que, aïe, moi je suis je suis introvert, je ne connais pas communiquer, je ne connais pas parler avec les gens, ça veut dire que je ne peux pas faire le commerce, c'est faux. Tu peux t'ajuster, tu peux apprendre à communiquer, tu peux apprendre à parler, tu peux apprendre à prendre la parole. Et il faut aussi, j'ai oublié, quand tu finis de concevoir ton produit, il faut maîtriser ton produit ou ton service. Il faut maîtriser ton produit ou ton service. Dans tout ce que tu fais, il faut le maîtriser. Moi, par exemple, mes clients, elles m'apprécient beaucoup parce que je maîtrise le marché dans lequel j'exerce, je maîtrise. Quand il y a des clients qui viennent vers moi, elles veulent vraiment commander des grosses quantités d'une marchandise. Moi, je dis, ma chérie, ça là, il ne faut pas commander, ça va caler en ce terme. Parce qu'il faut toujours opter pour un commerce durable. Qu'est-ce qu'on entend par commerce durable? Le commerce durable, c'est un commerce où le client va revenir. Ne regarde pas juste le bénéfice de maintenant. Pense au bénéfice dans 10 ans si le client revient tout le temps et combien de personnes il va envoyer derrière toi. C'est ça qu'on appelle le commerce durable. Il faut maîtriser, savoir donner des conseils. Est-ce que je maîtrise le produit que je suis en train de vouloir vendre? Moi, je vais par exemple prendre du côté, il y a des gens qui veulent se lancer dans les mèches. Mais si tu leur demandes que le grade 8A c'est quoi, ils ne peuvent pas te répondre. Si tu demandes que 2 tons c'est quoi, ils ne peuvent pas te répondre. Si tu demandes ombré c'est quoi, ondulé c'est quoi, curly c'est quoi, kinky c'est quoi, ils ne peuvent pas te répondre. Tu ne peux pas te lancer dans les mèches si tu ne connais pas tout ça. Il faut savoir maîtriser. Je prends encore un exemple sur ce marché des mèches parce que j'ai travaillé, ça fait 4 ans que je suis dans les mèches. Comme aujourd'hui, on a compris que toutes les jeunes filles utilisent les mèches naturelles, tout le monde veut faire dans les mèches. Actuellement en Chine, c'est le business le plus dangereux.
Ça fait 1 an aujourd'hui, je décourage les filles à se lancer dans les mèches. Parce que toute fille qui se lance dans les mèches actuellement, elle va avoir trop de problèmes. Pourquoi? Parce que beaucoup de malhonnêtes sont entrés dans ce marché. Moi, je connais la mèche. Au toucher, je connais quel grade la mèche fait. Parce que j'ai déjà touché des mèches et des mèches et des mèches. Quand je touche, je sais que ça c'est 8A, ça c'est 9A, ça c'est 10A. Mais on a des frères malhonnêtes qui viennent prendre la mèche 8A ici en Chine. Et ils vont dire au pays, à nos soeurs là-bas, que c'est la 12A. Et ils donnent au prix de la 8A. Maintenant, quand toi tu viens, quand un client vient te voir, il a déjà vu en ligne qu'on vend la 8A à 10 000. Il vient maintenant te voir que, j'ai ma soeur qui vend les mèches. Je veux la 12A. Tu lui dis, la 12A taille 10. C'est 15 000 la boule. Oh, elle va te maudire. Que toi, c'est toi qui veux m'escroquer. Pourtant, le vrai escroc, c'est celui qui est sur Facebook là-bas en train de donner les faux prix aux gens. Et c'est pour ça que je dis, il faut maîtriser sa marchandise. Même au marché à Guangzhou là-bas, si tu fais l'erreur, on va te frapper. Tu vas entrer dans une boutique, on va te dire, c'est 12A ici, c'est 12A ici. Mais si tu ne maîtrises pas la mèche, c'est la 10A qu'on est en train de te vendre au prix de la 12A. Surtout pour ceux qui veulent faire dans les mèches là. Moi, aujourd'hui, je pense même que le marché le plus bon même actuellement là, c'est la synthétique. Pour les tissages là, les rastas là. Parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens de s'acheter une bonne mèche. Pas tout le monde fait. Comment je vais expliquer ça? Les rastas là, du bébé jusqu'à la grand-mère peut faire les rastas. Et ça, ce sont les mèches synthétiques. Mais les perruques là, un enfant, ça exclut déjà les enfants les nouveaux-nés jusqu'en peut-être les gens qui ont 18 ans. Tu vois que c'est un gros marché déjà qui est exclu dans les mèches naturelles là, dans les perruques, machin, truc là. Par contre, les synthétiques de rasta là, ça inclut tout le monde. Donc, si tu as ton argent et tu cherches dans quoi, que moi aujourd'hui, que de conseiller quelqu'un d'aller entrer dans les mèches naturelles là, je vais demander à la personne de se lancer dans les synthétiques. Et c'est ce que je fais avec mes clients tous les jours. Quand tu viens de moi, tu me dis, je veux faire dans les médias, non, il faut laisser. Surtout actuellement. Et Corona nous a fait comprendre que les clôtures ne viennent pas de la Chine. Les clôtures viennent de la Thaïlande. Parce que depuis que Corona a commencé, les clôtures, il n'y en a plus. Le prix de la clôture s'est quadruplé. Une clôture qu'on prenait avant à 50 yuan, c'est 200 yuan aujourd'hui. Si tu veux la même qualité. Et toutes les filles connaissent déjà les clôtures. Tu vas vendre la mèche sans la clôture, elles ne prennent pas. Pourquoi ne pas se lancer dans les mèches synthétiques où tout le monde peut utiliser? Donc, c'est un peu ça, quand je parle de la maîtrise de son produit. Donc, même quand tu finis de choisir ton produit, là, il faut savoir expliquer ton produit aux gens. Donner ses avantages et ses inconvénients. Moi, aujourd'hui, les mèches, là, je ne vends qu'à mes anciens clients. Les nouveaux, là, je ne vends pas. Je te dis, si tu es nouveau, tu viens me voir pour les mèches, je dis non. Je ne traite qu'avec les anciens. Donc, c'est comme ça. Si tu veux vendre, par exemple, les télés, il faut savoir, il faut maîtriser le domaine des télés. Il faut savoir, quand tu regardes même la télé, tu connais le nombre de pouces. Tu n'as pas besoin qu'on te demande. Tu n'as pas besoin de mesurer. Une personne qui vend les télés à vue d'œil, il connaît que ça c'est 24 pouces, ça c'est 32 pouces, ça c'est 60 pouces. Il n'a pas besoin de demander. C'est ça qu'on appelle maîtriser son produit. Donc c'est un peu ça. Et comme j'ai dit,
C'est pas parce que tu as fait une introspection, tu as vu qu'il y a des domaines où c'est négatif, que tu penses, ah, je ne suis pas faite pour le commerce. Il est bien vrai qu'il y a des gens qui sont innés pour le commerce, c'est naturel avec eux. Mais il y a des gens qui apprennent à faire le commerce. Déjà que, de nos jours, nous jeunes Africains, on doit s'adapter à ça. Parce que, il n'y a plus de place pour nous dans les bureaux. Nos aînés ont refusé de quitter les bureaux. Donc, notre place est dans la rue, là. C'est là-bas que notre place est. Même ceux qui ne disent qu'ils ne connaissent pas faire le commerce, là, ils sont obligés d'apprendre à faire le commerce. Parce que nos aînés ont refusé de nous donner la place. On ne va pas mourir de famine. Toute personne qui est venue en Chine et qui ne réussit pas encore à poser son pied à terre sur le commerce, je ne vais pas dire qu'il est un peu paresseux, mais je vais l'encourager à apprendre à faire le commerce. Maintenant, l'affaire de capital, là, il y a certains qui se plaignent que, oh, ils n'ont pas le capital. On n'a pas besoin de commencer avec le capital. Royal Service a commencé avec 0 francs. Royal Service a commencé avec des téléphones à main. Mais aujourd'hui, ça essaie d'aller jusqu'on a pu louer un local en Côte d'Ivoire. Donc, j'encourage tous mes frères et sœurs qui ne se sont pas encore lancés parce qu'ils hésitent à prendre en compte tous les petits aspects que j'ai donnés et essayer de s'adapter et de se lancer. Donc, je crois que j'ai fini avec cette partie. Maintenant, en commentaire, s'il y a d'autres aspects que vous aimeriez que j'aborde, d'autres thématiques que vous aimeriez que j'aborde, vous pouvez laisser en commentaire. Par exemple, quand le business est déjà lancé, comment gérer? Il y a ce qu'on appelle créer la loyauté des clients. Ça, c'est un autre débat. Parce que amener les gens à commander pour la première fois, c'est bien. Mais garder le client, c'est tout un autre chemin. Ça, c'est un débat pour une autre fois. Parce que le temps nous est vraiment, il est déjà 21 heures. Et j'ai déjà écoulé mon temps d'allocution. Donc, je vais donner la parole à, je vais vous donner la parole pour des questions. S'il y a des zones où vous n'avez pas bien compris, vous pouvez prendre la parole. Et puis, on va essayer d'éclaircir ces zones d'ombre-là. Vraiment, merci encore. Et puis, j'attends vos questions. Je donne la parole à mon frère Camara pour gérer la partie questions-réponses. Merci. Ok, merci énormément, Mel. En vrai dire, je pense que tu as touché un peu les parties sensibles. Et moi, personnellement, j'ai trouvé bien ton intervention. Donc, pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. Et vous pouvez poser les questions et puis je pense qu'elle verra comment elle va répondre. Question. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Vous pouvez aussi Posez envoyer les questions par message si vous voulez. Voilà. Aïe, aïe, Maintenant, moi, je voulais poser une question. d'accord. Oui, c'est concernant quels sont pour les personnes qui veulent vraiment se lancer dans le business. Ils Oui, sont face à deux problèmes. Un, oui, tu as parlé du temps. Parce qu'il y a des oui. personnes vraiment qui sont vraiment intéressées. Ils voient qu'aujourd'hui, l'avenir se trouve vraiment que dans l'entrepreneuriat. Mhm, Les sécurités et mhm. comment dirais-je, de finances qu'on nous avait fait croire auparavant dans le secteur de bureau ou bien de fonction publique, beaucoup de gens se Oui, sont rendus compte aujourd'hui que c'est du faux et c'est de l'esclavage pur. Donc, oui. ils veulent vraiment se lancer, mais ils ont des jobs qui les occupent 24 heures, Mhm, peut-être je peux dire de 8 heures à 18 heures, de oui, lundi à dimanche ou bien samedi. oui. Quels conseils tu peux donner à ces personnes? Mhm. Premièrement, ce que je voulais dire, c'est que il est,
carrément déconseillé de créer son business et de le donner à une autre personne de gérer dès le départ. C'est une erreur à ne pas commettre parce que le commerce, c'est un esprit. Vous comprenez? Il faut d'abord déposer ton esprit dans ton commerce avant de donner à une autre personne de gérer. Et que cette personne suive ta manière de faire. Parce que quand tu viens avec, ou quand tu ouvres un commerce, tu viens avec ton truc à toi. Donc si tu ouvres le commerce et immédiatement tu donnes à quelqu'un de gérer, c'est l'esprit de la personne que toi tu es en train de suivre pour ton commerce et non ton esprit à toi. Ce que moi je conseille, c'est quoi? Si tu veux te lancer dans le commerce et que tu n'as pas le temps, comme j'ai dit tantôt, tu peux te donner peut-être, comment je vais expliquer ça? Tu dis peut-être à tes clients que, ah, moi je suis disponible de telle heure à telle heure. Si tu proposes un produit ou un service, tu te dis, par exemple, si tu travailles peut-être de 8 heures à midi et puis tu as une pause de midi à 14 heures, tu peux peut-être te dire, de midi jusqu'à 13 heures, je regarde mes clients, je réponds à mes clients. Parce que automatiquement, pour quelqu'un qui fait dans le business et qui travaille, le plus souvent, il va lancer un truc en ligne. Il va lancer un truc en ligne. Si c'est en ligne, tu peux dire au client, je suis disponible de telle heure à telle heure et de telle heure à telle heure. Mais n'hésitez pas à laisser vos messages. Maintenant, le temps que tu es connecté, tu dois maximiser. Tu dois maximiser, c'est-à-dire répondre à tous tes clients. Maintenant, si c'est un business physique que tu veux créer et que tu n'es pas disponible, ça veut dire que tu as quelqu'un de confiance à qui tu veux confier ce business. Mais même quand tu mets quelqu'un de confiance, ça n'exclut pas le fait que chaque jour tu peux aller s'asseoir là-bas 5 minutes. Parce que ton esprit doit toujours être dans cet endroit. Ça n'exclut pas que le week-end, là, tu peux aller t'asseoir là-bas pour contrôler. Si vous voyez bien, même nos frères qui ont des brocantes, qui sont en Europe, qui ont des brocantes, à chaque fois que leur colis arrive au pays, là, ils descendent toujours recevoir leur colis. Ils s'asseyent d'abord là-bas eux-mêmes. Au moins pour 2 semaines avant de remonter. Juste pour voir comment décharger le conteneur eux-mêmes avant de remonter. C'est peut-être après 3-4 conteneurs, ils voient déjà que voilà comment ça se passe d'habitude, avant de laisser que bon, les employés peuvent gérer. Moi, j'ai un grand frère qui fait dans la brocante. Au départ, quand il venait d'ouvrir sa brocante, il venait chaque 2 semaines avant que ses conteneurs arrivent, lui-même il revenait. Lui-même, on passait les nuits à décharger les conteneurs, il était là. Peut-être 4-5 fois, jusqu'à voir comment tout se passe. Maintenant, il a confié. Maintenant, quand il confie comme ça, il sait que même si on veut mentir là, il y a un degré de mensonge qui fait que ça ne peut pas arriver là-bas. Parce qu'il a déjà mis, il connaît déjà l'esprit de son business. Il maîtrise déjà comment son business tourne. Donc, c'est ce que je voulais dire. Si c'est que tu fais ton business en ligne, il faut savoir communiquer aux clients les heures que vous êtes disponible. Maintenant, si c'est un business physique que vous mettez en place, vous allez mettre quelqu'un de confiance. Et n'hésitez pas à tout moment, à chaque seconde que vous avez le temps, d'aller être là-bas. Même si c'est que vous ne faites rien. Rien qu'être assis là-bas. Je vous assure que rien que le fait que vous soyez assis là-bas, ça change beaucoup de choses. On n'est pas obligé de savoir que vous êtes le propriétaire de l'endroit ou le patron, mais rien que le fait que vous allez vous asseoir là-bas, ça vous aide vous-même à observer votre business et non seulement à implanter votre esprit dans votre commerce. Donc, c'est un peu ça.
Ok, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui pose une question. Pour une Mhm. personne qui est nouvelle dans le business, sur Mhm. quoi ou quelle marchandise elle doit commencer? Par exemple, elle, Mhm. par exemple, tu as dit les mèches sont difficiles, alors cette personne doit commencer par quel genre d'article? La question vient d'une personne X. Je ne sais pas si tu as compris. Oui, Pour une oui, j'ai personne, compris la ah, question. oh, voilà, ok. J'ai compris la question. Et si la personne était attentive, la personne allait... J'ai donné la réponse. Oui, bon, la personne a pris le truc en cours, mais bon, c'est ce que j'ai compris. Oui. Voilà. J'ai expliqué tout à l'heure que si quelqu'un vient actuellement me voir pour me dire qu'il veut se lancer dans les mèches naturelles, je vais conseiller la personne de plutôt se lancer dans les mèches synthétiques parce que le marché des mèches naturelles est segmenté. Je ne sais pas, la dernière fois, il y a le frère qui a fait, qui a fait la locution la dernière fois, il a parlé de segment de marché, de segmenter le marché. Le marché des mèches est segmenté, très segmenté. Vous comprenez un peu? C'est segmenté déjà au niveau de l'âge. Démographiquement, c'est segmenté parce que ce n'est pas tout le monde qui peut mettre les mèches naturelles. Et le marché des mèches aussi est segmenté par rapport aux revenus. Il y a des gens qui peuvent mettre une mèche de 100 000 et il y a d'autres qui ne peuvent même pas s'offrir une mèche de 25 000. Ça, c'est déjà un segment. Tout ça, c'est pour réfléchir. Je vais m'introduire, je vais m'implanter dans quel segment. C'est trop stressant. Par contre, le marché des mèches synthétiques, c'est un seul marché. Tout le monde est dans ce marché, du bébé jusqu'à la grand-mère. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Maintenant, le seul segment, la seule réflexion dans ce marché, c'est les couleurs. Même les couleurs là, on sait que noir et marron, c'est pour celles qui n'aiment pas les trucs extravagants. Et puis des couleurs, pour ceux qui... Tout le monde met les mèches synthétiques sur la tête, sauf ceux qui ont décidé d'être nappies, qui ne veulent pas mettre les mèches sur leur tête. Sinon, toutes celles qui mettent les mèches là, quelle fille en Afrique me dit qu'elle n'a pas encore fait les rastas sur sa tête? Mais je ne pense pas qu'il y a des filles, je pense qu'il y a des filles qui n'ont jamais mis les mèches, les mèches naturelles sur leur tête à faute de moyens. Donc c'est un peu ça. Si c'est que tu ne peux pas te lancer dans les mèches naturelles actuellement, tu peux te lancer dans les synthétiques. Ok, la personne demande, hormis les mèches, quels sont au moins 2 produits que tu peux conseiller qui peuvent vraiment faire, hormis les mèches, quoi? Hormis les mèches, comme j'ai dit, observez votre entourage. Observez beaucoup votre entourage. Il y a un produit que j'ai découvert dernièrement que ça passe, c'est très bien. Les petits accessoires, là. Les bijoux, les chaînes, là. Vous savez pourquoi? Déjà, ça a un avantage premier. Son transport. Son transport ne coûte rien parce que c'est léger. L'argent que tu prends pour payer le transport d'une paire de chaussures avec, qui peut être 1 kilo. Pour atteindre 1 kilo de bijoux, il faut beaucoup. Et les femmes d'aujourd'hui, elles mettent beaucoup les bijoux. Elles mettent des bracelets, elles mettent des chaînes, elles mettent des boucles. Et aussi, il y a un autre business qui est le côté des enfants. Si vous voyez bien, à cause de Corona, il y a beaucoup de femmes qui sont tombées enceintes. Donc, la demande des articles pour enfants a augmenté. Si vous pouvez trouver un bon circuit pour faire dans les trucs enfants, c'est aussi bon. Donc, voilà les business que moi, sinon, à part ça, il y a d'autres business qui sont poussés à grande échelle. Oui, donc en conclusion, c'est à la personne maintenant de regarder, Son environnement. voilà, autour d'elle, voilà,
C'était l'exposé d'aujourd'hui, c'était en fait pour empêcher cette question. Ok. Maintenant, il y a Sylvie qui veut poser, oui, je pense que c'est Sylvie, non? Sylvie qui veut poser une question. Sylvie, vous avez la parole. Ok. Vous m'entendez? Oui, très bien, Sylvie, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir aux panélistes et bonsoir à Camara. Bonsoir Amélie. Oui. Voilà. Donc moi c'est Siloué. Mais la question, j'ai deux questions que je voudrais poser. Parce que vous avez parlé, vous avez parlé comment on appelle ça, que la plupart des étudiants qui sont ici en Chine, on a peut-être cette possibilité-là, de pouvoir faire un commerce, acheter des articles et envoyer au pays. J'ai beaucoup apprécié ce fait-là. Mais la question que je voudrais poser, c'est que, à un moment donné, quand on commence, par exemple, le business ici, on achète, c'est-à-dire on se joue les intermédiaires. Voilà, on joue les intermédiaires. À un moment donné de son business, il faille quand même qu'on essaie de s'installer. On essaie de s'installer, je veux dire, au niveau du pays, comme vous, par exemple, Royal Service. Et si on doit s'installer au niveau du pays, en Côte d'Ivoire, encore au Cameroun, quels sont les critères de sélection? Parce qu'on aura assez à travailler avec des gens. Puisque nous sommes en Chine, on prend un exemple, par exemple. Cette situation de coronavirus a fait qu'on ne peut pas voyager, aller au pays puis retourner. Donc, si moi je décide aujourd'hui de outrepasser ce, comment on appelle ça, au niveau de, voilà. Donc, qu'est-ce que je fais ou encore quels seront les critères pour pouvoir sélectionner avec ce que je vais travailler? Ça, c'est la première question. Maintenant, la seconde question que je voudrais poser, bon, c'est pas une question en tant que telle, mais c'est peut-être expliquer quelque chose et vous allez voir si, voilà, j'ai commis une erreur ou pas. Je suis beaucoup intéressé par tout ce qui est agriculture, élevage. Et je me dis que quand on doit faire un business, parce que c'est dans ce domaine-là que je veux faire mon business, par exemple. Parce que j'estime que en Côte d'Ivoire ou encore en Afrique, on fait encore l'agriculture, encore l'élevage de façon traditionnelle. Et en Chine, je vais souvent sur des plateformes, je vois comment ils font l'élevage, comment ils font l'agriculture. Et le matériel en Chine ici, il est abordable, le prix, je veux dire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais par exemple voir ces articles à moindre coût et je les achète. Par exemple, si je veux vendre ça en Côte d'Ivoire, par exemple, j'achète la machine, par exemple, et je l'envoie en Côte d'Ivoire. Moi, c'est une politique que j'ai mise en place. Mais je veux finir de parler et vous allez voir si c'est une bonne politique ou pas. J'achète la marchandise au niveau de la Chine ici et j'envoie au pays. Je peux donner, par exemple, à quelqu'un qui exerce dans le secteur pour peut-être promouvoir la chose. Et s'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées, là maintenant je me joue, et comment ça, je vais essayer de les approvisionner en la matière. Je l'ai essayé une fois et ça n'a pas trop pris. Donc là, je me suis posé la question, est-ce que ça veut dire que j'ai mal fait ou encore il faut peut-être revoir la politique ou encore l'approche que j'ai utilisée. Donc c'est quelques petites questions que j'avais à vous poser. Merci. D'accord. Je vais commencer par la deuxième question avant de monter à la première. La personne à qui vous avez confié la machine, est-ce que c'est quelqu'un de fiable? Oui, je peux le dire. Et après avoir envoyé la machine, quelles ont été les méthodes de communication pour faire comprendre aux gens que cette machine, elle l'a pour ça et pour ça et pour ça? Bon, en fait, j'explique. Quand j'envoyais la machine, l'objectif c'était de mettre la machine en place, c'est-à-dire faire fonctionner la machine. Voilà. Je prends par exemple une couveuse de poulet par exemple. J'envoie la couveuse et l'objectif pour moi, l'objectif premier c'est de mettre la couveuse en marche. C'est-à-dire acheter des œufs de poulet et faire clore. Au lieu d'aller acheter dans les industries les grandes industries, on fait clore les œufs chez lui et les voisins qui sont autour. Quand ils vont voir que ce jeune-là, il arrive avec peut-être des batteries électriques à brancher son appareil de couveuse et que ça arrive à donner des poussins qu'on peut vendre encore. Parce que l'objectif d'abord, c'était de faire la promotion de la couveuse et secondo, c'était pour pouvoir aussi vendre. Puisque la poule, quand elle-même doit couvrir les œufs, parfois on voit qu'elle n'arrive pas à clore tout. Avec la couveuse, c'est-à-dire la probabilité de faire beaucoup de poussins est grande. Donc c'était un peu ça la politique. Mais je veux dire, la personne peut-être n'a pas suivi le processus, sinon que à la base c'était quelqu'un de confiance, de confiance.
En fait, ça n'a pas pris au niveau où les œufs n'ont pas éclos, où les gens n'ont pas adhéré avec cette machine. Non, c'est au niveau de la personne n'a pas mis ça en pratique en fait. Je pense bien. La personne n'a même pas laissé fonctionner la machine, voilà, pour montrer que voilà, les performances de la machine est aussi. Je pense. Je peux essayer de trucs au fait. Et la manière moi j'ai compris, c'est que si à essayer de travailler, parce que le plus souvent, j'ai été confronté à ce type de problème plusieurs fois, en fait, où je voulais vraiment travailler avec des personnes qui sont plus ou moins rattachées à moi. Pourtant, c'est pas forcément cela, en fait. Tu vas aller trouver, c'est mon parent, c'est mon frère. Il n'a pas l'idée de l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui n'est pas son problème. Et à chaque fois, il voit tes vidéos, tes photos, il se dit que bon, tu es à l'aise ici. Donc, quand tu lui emmènes la chose, il prend, il va te poser à la maison. Tu lui demandes, mais le truc à quel niveau? Il te dit, ouais, que non, ça est là, les gens ne veulent pas, bon, à ce que j'ai montré, bon, il ne fournit pratiquement pas d'effort. Donc, moi, tel que je résume la question, comment faire pour trouver quelqu'un de sûr, quand on dit de sûr, quelqu'un avec qui on peut travailler, parce que c'est un élément qui est très important. Moi, j'ai tapé plus d'1 an à vraiment, j'ai fait plein de naufrages dans ce domaine. Il faut avoir quelqu'un de sûr. Souvent, même quand ils vendent ou bien quand ils font le truc pour te ramener l'argent, c'est problème. Souvent, quand ils reçoivent le produit, ils te disent que bon, actuellement, les gens ne veulent pas. Bon, il y a tellement de choses. Bon, à mon avis, c'est ce que Sylvie veut essayer d'exprimer, quoi. Ou bien Sylvie. Oui. Mamadou, oui, Oui. Mamadou, Mouli, excusez, je vais essayer de faire court. La question en réalité, c'est est-ce que quand on est débutant, c'est-à-dire, je suppose que nous tous qui sommes ici là, dans ce panel-là, nous sommes en Chine. Est-ce que quand on est débutant dans un business, est-ce que ça vaut la peine d'acheter un article et donner à quelqu'un gratuitement pour que la personne puisse faire la promotion? Donc, c'est ça la question en réalité. Ça, c'est une des erreurs à commettre. Moi, je dis toujours, pour que quelqu'un prenne quelque chose au sérieux, il faut qu'il ait des enjeux à l'intérieur, avec notre comportement africain. Il faut que la personne ait quelque chose à perdre avant que tu te lances avec la personne. Cette machine-là, si cette personne était vraiment sérieuse là, ce que tu devais faire, c'est de mettre 50-50 avant d'acheter cette machine. Tu vois un peu? Là, lui aussi, il a des enjeux à l'intérieur. Ne serait-ce que pour récupérer l'argent de sa machine. L'argent qu'il a déposé, il devait prendre cette affaire au sérieux. Il n'a rien à se passer. Regarde, tu as envoyé la machine, il n'a rien investi à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il a fait? La machine est là-bas, qui a perdu? C'est toi qui as tout perdu. Actuellement, le travail, si tu veux travailler avec des gens au pays, actuellement, il faut que vous soyez en partenariat. Sauf si c'est que si tu l'as employé, il faut que les bases soient vraiment strictes. Et si tu l'as employé, il faut le payer. Soit tu devais faire un partenariat avec lui. Bon, la machine coûte 300 000. Je donne 150, tu donnes 150. Si ça donne, on a le bénéfice. Mais au cas contraire, c'est toi qui as tout acheté ta machine et tu voulais qu'il... Mais ça, c'est lui qui demandait de travailler gratuitement pour toi. Actuellement, au pays, là, tout le monde est devenu intelligent. Tu devais lui proposer un salaire. Tu devais peut-être lui dire que soit tu vas peut-être lui payer 20 000. Parce qu'actuellement, là, c'est toi qui es en train de perdre. Ta machine est posée là-bas et tu sais qu'il y a ce depreciation. Plus une machine dure, là, plus elle perd sa valeur. Et puis, encore quand elle n'est pas utilisée, elle se gâte même plus vite. Pourquoi ne pas chercher? Si c'est que tu es dans l'optique où tu veux tester ton truc, tu le payes, il fait le travail, tu lui dis peut-être, maintenant, comme tu vas le payer là, il a un enjeu. Il a une responsabilité parce qu'actuellement, là, il n'a aucune responsabilité envers toi. Si vous étiez partenaire, il devait avoir une responsabilité envers lui-même. S'il est ton employé, il doit avoir une responsabilité envers toi. Il est dans quel des deux camps? Est-ce qu'il est partenaire ou est-ce qu'il est employé? Il faut définir votre relation dès le départ avant de vous lancer dans les affaires avec les gens.
avant de vous lancer dans les affaires avec les gens, définissez votre relation. Est-ce que vous travaillez en tant que partenaire ou en tant que patron employé? C'est comme ça que tout se passe si tu veux travailler avec quelqu'un. Et maintenant, je veux revenir sur la question, comment choisir les gens avec qui on va travailler. Par exemple, si tu es en Chine et tu veux te lancer et tout, et il faut sur place, tu veux lancer un truc physique sur place, comment choisir les gens avec qui on va travailler? Cette question est un peu compliquée. Cette question est un peu compliquée. Mais, ce que moi je peux dire, c'est que avant que tu ne te lances dans le business sur place, si tu es en Chine, ça veut dire que le business, quand tu l'avais en ligne, les gens, la personne avec qui tu gérais depuis, ou tu gères seul, c'est d'abord ça. Est-ce que tu gérais avec quelqu'un avant, ou tu gérais seul? C'est d'abord par là qu'il faut commencer. Est-ce que tu gérais seul ou tu gérais avec quelqu'un avant? Si tu gérais avec quelqu'un avant, en ligne, quand tu faisais en ligne, tu gérais avec quelqu'un et tout se passait bien, automatiquement, si tu lances le truc physique et qu'il est disposé, c'est avec la même personne qu'il faut continuer. Maintenant, si c'est que tu gérais seul et que actuellement il te faut lancer un truc physique sur place, le premier, moi je ne conseille pas. Je ne conseille pas. Cet argent-là, mieux vous le déposez d'abord quelque part. Vous attendez. Vous attendez. Je ne conseille pas. C'est que ça sera, vous allez perdre. Vous allez perdre. Regarde déjà une machine que tu as achetée, tu envoies au pays, même brancher, on n'arrive pas à brancher. C'est investir des millions. Surtout si tu n'as pas quelqu'un au pays comme ton papa qui peut aller, ou ta maman qui peut être là pour contrôler. C'est pas possible. Moi, c'est pas. On n'est pas toujours obligé de faire les choses quand on n'a pas on n'est pas disposé à les faire. Si tu vois que quand tu regardes, je n'ai personne de confiance. Moi-même, je ne peux pas être là-bas. Quand tu as déjà ces deux éléments négatifs-là, ne prends pas ton argent pour aller mettre dans ça. Tu vas te retrouver en train de pleurer. Tu n'auras que tes larmes. Tu n'auras que tes larmes pour pleurer. Parfois, ce n'est pas obligé d'investir. Ce n'est pas obligé d'investir son argent. Quand il y a certains facteurs phares qui te font, tu comprends déjà que c'est mort. N'essaye pas. Mieux tu gardes ça dans ta poche. On dit en anglais que one bird in hand is better than 100 in the bush. Donc, un oiseau sur ta main est mieux que 100 oiseaux qui sont en l'air là-bas. Pour dire quoi? Tes 500 000 que tu as en main là, à un certain moment, est mieux que 5 millions que tu pouvais avoir, mais que tu n'es pas sûr d'avoir. C'est-à-dire quoi? Tu sais que le business, si je lance ça, je peux avoir 5 millions. Tu as tes 500 000, tu dis que avec mes 500 000, si j'investis, je peux avoir 5 millions. Mais quand tu regardes les péripéties autour de cet investissement-là, tu vois que le risque est trop élevé. Mieux tu gardes tes 5 millions, tes 500 000 que de rêver 5 millions que tu risques de ne jamais avoir. Donc, parfois, ce n'est pas obligé d'investir à l'instant T là. Il y a certains paramètres que quand ces paramètres ne sont pas en place, c'est mieux de ne pas investir. C'est mieux de ne pas investir. Continuer avec ton truc en ligne, petit à petit, jusqu'à quand les frontières vont s'ouvrir, que tu peux aller sur place et tout, tu peux maintenant gérer. Donc, c'est un peu ça. Si tu n'as pas quelqu'un de confiance, ou que toi-même tu peux pas être sur place, mieux tu ne crées pas un truc physique. Mieux de ne pas créer un truc physique. Moi, je connais des situations où des Européens vont chez les marabouts pour regarder les gens avec qui ils vont travailler, à qui ils vont confier leur boutique. C'est un truc qui est tellement vulgaire en Afrique. Ils veulent lancer un commerce et puis ils veulent employer telle personne. Ils envoient les photos de la personne avec leur nom chez les marabouts pour vérifier si la personne ne va pas fuir avec leur argent. Beaucoup de gens font ça.
Tout ça parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne seront pas sur place pour gérer. À un moment, je me dis que de faire certaines choses, mieux tu laisses. Si toi-même tu ne seras pas là pour gérer, mieux tu laisses. Personne ne peut porter ton business comme une autre personne. Personne ne peut porter ta chose comme une autre personne. Et il y a aussi un truc que je veux dire. Si tu veux lancer un commerce et que tu sais que tu ne vas pas tenir jusqu'à la fin, ne le lance pas. Parce que si tu lances un commerce aujourd'hui, il ne prend pas feu, tu arrêtes. La prochaine fois que tu auras un commerce plus bien à lancer là, il va te falloir fournir double effort pour que les gens croient en toi. Je vais prendre un exemple simple. Tu décides aujourd'hui de vendre les œufs. Tu lances les œufs, tu casses les oreilles des gens, tu écris à tes gens, commandez chez moi, tout. Les gens commencent à commander. Maintenant, tu vois que oui, le travail est trop dur. Je n'ai pas le temps. Mon travail m'occupe. Tu ne peux pas me lancer. Tu ne peux plus continuer. Et tu arrêtes. Du jour au lendemain, les gens t'appellent. Non, j'ai un peu arrêté. Rassure-toi. La prochaine fois que tu vas lancer un commerce, pour que les gens te fassent confiance là, il va falloir que tu travailles. Parce qu'une fois que tu vas lancer, on dit qu'à celle-là, elle va faire ça, elle va laisser. Pardon, ne dérange pas les gens. Il va falloir maintenant travailler peut-être 2 ans pour que les gens croient que tu es vraiment sérieux. Donc, si c'est pour commencer un truc que tu sais que tu ne vas pas tenir jusqu'à la fin, il faut laisser. Je vais prendre un exemple encore sur moi. Dans notre ville ici, là, il y a, j'ai découvert que la nourriture africaine, là, il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui fait vraiment, il n'y a qu'un restaurant que j'ai appris là, qui fait dans la nourriture africaine. Maintenant, on a réfléchi que, mais, on peut se lancer dans ça, hein. Très bon truc. Je sais que si on se lance dans ça, ça va prendre feu. Mais j'ai regardé ma disponibilité. Rien qu'à cause de ça, j'ai dit non, laissez. Il y a des gens, il y a ma petite qui est actuellement dans cette discussion, avec qui j'ai travaillé. On a longuement discuté pendant 2 mois par rapport à ça. Juste parce que le côté disponibilité a fait là. Je n'ai même pas voulu lancer. Et pourtant, la période là, j'étais disponible. Mais j'ai réfléchi que quand je vais, mon programme du mois prochain, là, quand je vais lancer ça, mon programme, là, je ne vais plus pouvoir faire les choses. Ma crédibilité va volatiliser. Ce qui fait que la prochaine fois, si je m'assois maintenant que je fais dans ça, les gens ne vont plus me croire. Donc, parfois, quand tu regardes tes paramètres, tu te fais l'introspection, tu fais le type de marché, tu vois qu'il y a des endroits d'ombre que tu n'as pas encore bien clarifié là. C'est mieux de ne pas commencer. Donc, moi, un business qui peut être très, très rentable, je vends la nourriture africaine ici dans ma ville. Juste parce que j'ai regardé le côté disponibilité, là, j'ai vu que oui, c'est bien bon, on va commencer. Mais après 1 mois, les gens vont t'appeler, gars, fais-moi comme ça. Tu dis que ouais, je ne suis pas là. Ta crédibilité s'envole sur cette personne immédiatement. J'ai préféré que mieux ne même pas commencer. Maintenant, quand je sais que actuellement là, je suis là, je commence vraiment pour rester. Si j'ai vu que bon, c'est ça que je vais faire, je suis là-dedans, j'insiste. Et ce que je veux aussi dire aux gens, quand tu commences le commerce, ce n'est pas que comme tu as commencé aujourd'hui là, ça va commencer à donner aujourd'hui. Hein. Hey, quand tu fais le commerce, là, les premiers mois, tu peux même faire 1 mois, tu n'as même pas un client. Ça ne veut pas dire que tu as raté. Hein. Il y a les premiers mois, tu tournes même à perte. C'est à partir de 6 mois qu'on connaît si un marché, si un business s'est envolé. Parce que il y a on appelle ça quoi? Le life cycle d'un produit. Le life cycle, c'est-à-dire le cycle de vie d'un produit ou d'un commerce. Il y a la période il y a le décollage et le infant stage, le stage en infant stage. À cette étape-là, les dépenses sont plus que les revenus. Le profit est négatif. Maintenant, quand il y a la période de décollage, quand tu commences à décoller, les dépenses égalent le bénéfice. Et maintenant, il y a le pic, il y a le optimum, où tu arrives en haut là-bas, le top. Là-bas, tu fais tes bénéfices. Maintenant, c'est à toi de décider combien de temps tu vas rester là-bas au niveau du top. Combien de temps tu vas rester. Tout ça va dépendre de tes réajustements par rapport au marché.
Avant, je vais prendre un truc, un cas tellement simple. Si tu avais l'habitude de vendre les caleçons, bon, ça c'est un exemple un peu trop, hein. Je voulais prendre un exemple sur nous, les femmes là, bon. Je vais prendre, en tout cas, nous sommes les commerçants. Tu fais dans les ventes des sous-vêtements. Tu as l'habitude, tu faisais dans les gros caleçons et tout et tout. Il y a de cela 5 ans. Tu faisais top, tu étais en haut là-bas, bénéfice, tout. Maintenant, tu vois la nouvelle génération d'aujourd'hui. Quelle fille porte les gros caleçons? Si tu ne réajustes pas ton produit là, tu crois qu'est-ce qu'il va commander? Les filles d'aujourd'hui portent que le string. Si tu ne réajustes pas ton produit pour proposer aux gens, pourquoi pas ne même pas ajouter autre chose? Il y a des commerces que les gens prennent ça comme un tabou, mais c'est un grand commerce, les sextoys. C'est un commerce, si tu fais dans la vente des sous-vêtements et tu ajoutes les sextoys dessus, tu vas te faire du fric. On ne voit jamais les gens commander ça, mais les gens ont produit ça tous les jours, les qui utilisent. Si tu fais dans la vente des sous-vêtements, c'est ce que je disais. Vous avez déjà vu qui en ligne proposer les sextoys. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne vend pas ça. Hein. Ça se vend très bien. Si tu vends, par exemple, bien les sous-vêtements, mais jusqu'à les clients viennent maintenant derrière pour commander, si tu leur proposes, tu dis que bon, ma chérie, il n'y a pas. Tu vas prendre en cachette. Tu vas prendre en cachette pour le gars où il peut prendre aussi en cachette. Donc, tout ça là, il faut savoir se réadapter à la demande sur le marché, à l'actualité, le comportement des filles aujourd'hui, le comportement des gars, des jeunes gars d'aujourd'hui, ou le comportement de ta fille. Et vous savez qu'on est dans une époque où la mode change après 2 jours. Internet là, c'est un outil à prendre très au sérieux. Si tu fais dans les types de la mode, comme par exemple les habits, les chaussures, et tu ne suis pas les filles comme les Emma Lowest, Coco Emilia, Nathalie quoi. C'est que tu ne peux pas faire dans ce commerce. Si tu dis que tu fais dans les types de la mode, tu ne suis pas les Fali Poupa, tu ne suis pas les mecs pour voir ce qu'il y a à la mode. Quand on va sur Internet, là, c'est avec une raison. C'est pour connaître ce qui est à la mode. Parce que nous tous, on connaît que ce sont les détenteurs de la tendance. Quand ils mettent un truc le lendemain, tout le monde veut ça. Si tu dis que tu fais dans ce commerce-là, des habits, de la mode, les trucs, les chaussures et tout là. Ce sont nos soeurs là que nous tous les jeunes enfants d'aujourd'hui suivent. Si toi tu fais dans le commerce des trucs tendances et que tu ne les suis pas, toi tu t'inspires où? Tu t'inspires où? Donc c'est un peu ça. Il faut s'actualiser par rapport à la demande sur le marché et puis savoir se réajuster. Et comme je disais, c'est pas forcé de faire un investissement. C'est pas parce que tu as l'argent que tu dois forcément investir, surtout quand il y a certains paramètres qui ne te permettent pas. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Landry Soro qui voulait poser une question. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Landry Soro. Bonsoir à tous. Merci pour la parole. En fait, ma question était un peu relative à celle de Siloué concernant la méthode de pilotage en fait d'un business en fait à distance. Donc, je pense que les différents points que tu as abordés répondent déjà à ma question, donc je ne vais pas encore te faire te répéter. D'accord. Mmh. Tu n'as pas une autre question? Un autre... C'était principalement ça qui m'intéressait. C'était principalement ça que je voulais en fait savoir. Pour le moment du moins. Comme je l'ai dit, il faut que tout le monde ait quelqu'un avec qui tu travailles doit avoir des enjeux. Mm-hmm. Il faut que la personne ait des enjeux. Soit il est salarié, soit il est partenaire. Ok.
là, il aura de la responsabilité. Tu comprends un peu? Mais sinon, s'il te plaît, merci, là, ça ne passe. Si tu veux faire un truc sérieux, ça ne passe pas. Effectivement. Comment dirais-je, peux peux-tu expliquer une situation, par exemple, plus pratique, et puis je vais un peu voir... peux-tu éventuellement, comment dirais-je, donner en fait une sorte de conseil du genre, qu'est-ce que tu peux conseiller entre établir pour quelqu'un pour quelqu'un de la diaspora, entre établir un business physique et plutôt un business en ligne? Qu'est-ce qui est le plus adapté selon toi? Moi, je propose le business. Je conseille, pour nous qui ne sommes pas au pays, le business en ligne est mieux. Et maintenant, ce que moi je propose, au pire des cas, c'est de créer une vitrine. Vous connaissez ce que c'est qu'une vitrine? Une vitrine, c'est un endroit où on peut aller retrouver tout ce que vous proposez. Tu vois un peu? Juste une boutique, pas forcément qu'il y ait des articles, la marchandise à l'intérieur. Tu vois un peu? Mais juste un exemplaire, des exemplaires de ce que vous proposez, avec juste peut-être 5 à 10 pièces, que les enjeux ne soient pas très beaucoup. Mais je dis même too much. Je dis n'importe quoi. Que ce ne soit pas trop au niveau des enjeux du pays, surtout si tu n'es pas là. Tu comprends un peu? Et maintenant, pour nous qui sommes à l'extérieur, là, les gens ont eu un problème de confiance. C'est tout ça qui nous pousse à aller chercher un local à Abidjan, parce que au moins quand nous, notre local, ce n'est pas comme si il y a trop de marchandises à l'intérieur. C'est juste que quand la personne vient déposer l'argent sur place, il voit bien que c'est le local de Royal Service, et il voit quelques des articles qu'on a l'habitude de proposer, ça devient réel en fait. Tu comprends? Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'on va porter 2 millions, surtout que notre personne qu'on a à Abidjan n'est pas trop disponible, et on ne peut pas se permettre, quand on a nos moyens, on ne peut pas se permettre d'embaucher quelqu'un. Donc on ne va pas porter des millions et aller acheter la marchandise quand il n'y aura pas quelqu'un sur place là-bas pour gérer. Donc c'est juste une vitrine qu'on a créée. Quand les gens viennent sur place, ils voient au moins que, oh, c'est un truc qui est réel. Ils existent vraiment. Il y a quand même les articles dans la boutique. Beaucoup de gens font ça. Moi, je connais beaucoup de grands frères à Gwangju. Quand je suis allée à Gwangju, j'ai rencontré. Donc, quand je suis allée à Gwangju, je les ai rencontrés. Et puis, quand je suis allée en vacances au pays, je suis allée voir comment ces grands frères fonctionnent. La majorité des grands frères, ce qu'ils font, c'est quoi? Quand ils sont allés dans leur boutique, ils n'ont rien dans leur boutique. Ils n'ont rien dans leur boutique. Parce que leurs boutiques sont des vitrines. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent en Chine. À l'époque, quand ils venaient encore en Chine, c'est maintenant comme Corona a fait, ils ne peuvent plus voyager. C'est pour ça qu'ils sont trop dans leur boutique. Sinon, les grands frères, ils viennent, ils font 3 mois ici. Ils vont au pays, ils font 1 mois, ils reviennent. Ils viennent en Chine. Ils vont contourner les marchés pendant 3 mois. Et puis, ce qu'ils font, comme ils ont chargé les conteneurs dans l'eau là, ils prennent peut-être un échantillon de ce qui vient dans l'eau, ils mettent dans leur valise. Ils vont à Abidjan avec. Et ils vont à Abidjan ou Cameroun avec. Ils mettent ça dans leur boutique et ils disent aux gens que tel article arrive, tel nombre de pièces. Ils informent déjà leur contact. Tu comprends un peu? Et puis quand les intéressés viennent là, ils voient la matière, ils voient tout, et chacun commande. Quand la marchandise arrive là, comme c'est arrivé là, c'est parti. Comme c'est arrivé, c'est parti. Les grands commerçants qui viennent en Chine là, ils ne vendent pas leur... Ce n'est pas quand la marchandise arrive dans la boutique qu'ils vendent.
Quand la marchandise arrive, là, c'est déjà fini. C'est lequel que reste des 10 pièces, 20 pièces que vous voyez dans les boutiques là. Sinon, quand la marchandise arrive là, c'est déjà tout parti. Ils rentrent avec leur boutique là, c'est juste des échanges, des vitrines pour voir ce qu'ils proposent. Tu vois un peu? C'est nous qui sommes en Chine, qui pouvons produire, qui pouvons fournir même les 4000 pièces là. C'est seulement d'avoir des vitrines. C'est tout. Tu peux avoir une vitrine. C'est juste un tout petit. Tu n'as pas besoin d'aller loin, très grand. Si tu as la chance d'avoir un petit truc que tu peux juste bien aménager et poser, tu peux avec peut-être 3 millions. Tu peux acheter quelques petits trucs, tu le mets dans la boutique. Une table et une chaise. Si peut-être la votre personne, si vous réussissez, même si à ce moment vous pouvez employer quelqu'un. À ce moment vous pouvez employer quelqu'un qui vient juste là pour ouvrir. Ce n'est pas comme s'il y a le stock dans la boutique. Si vous ne faites pas confiance à la personne au niveau de la réception de l'argent des commandes, vous avez un compte bancaire dans lequel le client verse directement l'argent. Et peut-être le client vient juste présenter le reçu là-bas au bureau pour enregistrer sa commande. Pour que quand ta marchandise arrive, on puisse contrôler. Vous comprenez un peu? C'est pas forcément moi, je ne conseille même pas, nous qui ne sommes pas au pays actuellement, je ne conseille même pas à quelqu'un d'acheter de prendre son argent, acheter la marchandise pour arriver au pays, envoyer au pays. Je ne conseille pas. Parce que nous ne connaissons pas les réalités de là-bas. Et les yeux avec lesquels nos frères qui sont en Afrique la voient, ce n'est pas comme ça que si nous-mêmes on était là-bas, on devait voir. Donc, leur réponse qu'ils nous donnent là, ce n'est pas viable à un certain pourcentage. Donc, moi, je propose de continuer à proposer l'article en ligne comme ça. Tout ce que les gens vous disent que, je vais vous prendre un exemple. On a beaucoup de clients, quand on propose l'article, est-ce que c'est disponible sur place? Est-ce que c'est disponible sur place? On dit non. On a donc dit, ok, on va un peu prendre beaucoup d'argent et investir dans les articles. On va prendre beaucoup de petits articles et envoyer au pays. Dieu merci que on a vraiment une base de données solide. Sinon, le retour qu'on attendait, même que, oh, ce qui est sûr, dès que ça va arriver là, ça va finir. Ça n'a pas été ça. Hein? Même comme on dit disponible sur place, ils ne commandent pas. Ils n'ont pas commandé. Il a fallu beaucoup d'efforts pour que ce qui est sorti est sorti. Et on continue même toujours à se débrouiller pour que le reste sorte. Donc, moi, je ne conseille même pas quelqu'un qui est en Chine de prendre son argent, acheter les choses pour envoyer au Cameroun ou en Côte d'Ivoire pour vendre. L'argent là, non, mieux tu gardes d'abord ça ici là. Tu gardes. Il n'est pas demandé d'aller mettre ça dans les investissements en ligne là, quand on dit qu'on donne 2000. Tu donnes tel montant, on demande, te donne 1 million là. Tu gardes ton argent. Tu gardes ton argent. Tu attends le moment opportun, quand tu vas voir que toutes les conditions sont réunies pour toi de réaliser ton projet, que tu pourras contrôler. Maintenant, tu peux te lancer. N'ayez pas peur de garder l'argent. Quand vous voyez que les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir faire le truc que vous rêvez avoir. Si vous voyez que les conditions ne sont pas réunies, n'ayez pas peur de garder votre argent. N'ayez pas peur. Donc, c'est un peu ça. Karine qui disait qu'elle a une question. Moi aussi, j'ai une question. Bonsoir. Oui, effectivement, j'ai une question. Je ne sais pas si vous me recevez bien. Oui, très bien. Ok. Je voudrais savoir, pour une personne qui vient de créer, par exemple, son groupe de vente, pour une personne qui a mis des personnes dans le groupe et tout, et donc, par exemple, ce groupe-là, il y a assez de débutantes. Il y a des personnes qui veulent vraiment commencer le commerce, tout et tout. Est-ce que c'est toi qui imposes la quantité ou bien tu es obligé de faire avec ce qu'elle demande?
ça c'est une bonne question. Ce que moi je veux te conseiller, c'est de savoir, c'est déjà que tu connaisses un peu le pouvoir d'achat de tes clients. D'accord. Est-ce que quand tu regardes tes clients, là, tu vois qu'ils ont le capital même de 300 000, là, tu peux imposer des quantités. Mais si tu vois qu'ils ont des clients qui ont peut-être les petits 50 000 qu'ils veulent se lancer, là, si c'est possible, parce que quand on fait le commerce, là, l'objectif c'est quoi? C'est de se faire du bénéfice, tu vois un peu. Si tu vois que même quand tu ne les exiges pas les quantités, tu as ton petit truc à l'intérieur, tu prends. Tu vois? Oui, si tu vois que même sans quantité là, tu as ton petit truc dedans, tu prends. L'objectif c'est si tu te fais un peu de sous dedans. Parce que parfois j'anime souvent. Et il faut surtout n'oubliez pas de souvent animer vos groupes. Sortez souvent du contexte du commerce que je propose, venez acheter. Causez avec vos clients. Moi, il y a les jours que je me reviens comme ça, je dis, hey, vous là, qu'est-ce qui vous empêche de commander? Venez nous dire, qu'est-ce qui vous empêche de commander? Il y a dit que, oh, c'est le capital, oh, les quantités, oh, machin, tout. Et par rapport à leur réponse, là, on essaie de voir les stratégies qu'on a juste pour pouvoir les faire commander. Et le truc a vraiment, l'expérience a prouvé qu'à chaque fois qu'on leur pose cette question et ils nous répondent, et qu'on a juste cette période-là, on a des gens qui réagissent. Donc, surtout dans ton groupe de vente là, il faut essayer de communiquer avec eux. Genre, qu'est-ce qui vous empêche de commander? Est-ce que ce sont les prix? Est-ce que c'est le capital? Machin. N'hésitez pas à venir dans mon inbox et tout. Parce que les gens qui ne peuvent même, qui ne répondent, tu peux leur demander, tu peux engager la conversation dans le groupe. Et puis, il y a des gens qui vont venir te répondre inbox. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Si les quantités, même si c'est une pièce te permet d'avoir tes 1 yuan, mais tu vends. D'accord. Donc, c'est pas la peine d'imposer. Il vaut mieux faire en fonction du client. En fait, non. Tout ça dépend. Nous, en fait, à la service, on exige les quantités parce que on cible le grand, notre cible, ce sont les grands vendeurs. Tu vois un peu. Et pourquoi on exige les quantités? Sinon, il y a beaucoup de gens qui vendent, qui vendent ils s'en sortent même peut-être mieux que nous. Il y a beaucoup de gens qui nous ont critiqués parce que nous ne fait pas les groupages. C'est un aspect de notre royal service que peut-être il va falloir qu'on travaille parce que nous ne fait pas les groupages. Tu vois un peu. Donc, une pièce, 2 pièces te permettent de faire ton alliance. Bon, ils n'ont qu'à commander. D'accord. Merci. Chef Diallo. Oui, Voilà. Je voulais poser une question. ok. Je pense que j'avais des questions, mais il y a une qui a été déjà répondue. Merci quand même, merci la sœur, merci Camille pour cette initiative, quoi. Ah, ok, merci. Je trouve que vraiment j'ai beaucoup appris, quoi, vraiment. Puisque c'est quelque chose, je suis vraiment intéressé. Avant tout, d'abord, je suis de nationalité guinéenne, Diallo Alassane. Oui, le commerce en ligne, ça m'intéresse beaucoup parce que mon pays, chez moi, ça évolue là-bas très bien, mais je n'ai pas assez de missions. J'avais commencé en temps ici pour aller dans le but du sujet à faire ça. Par exemple, j'avais acheté ici des iPhones, des second hand. Et puis, j'ai pas eu quelque chose dont, comme je l'avais pensé. D'abord, j'avais fait tous les études de marché en place, comment ça évoluait le prix là-bas. Et je trouvais que déjà, il y a une très grande différence de prix. Maintenant, quand j'ai acheté ici, peut-être moi, j'ai accusé le transport, la transportation. J'ai acheté ici, maintenant, avant que ça n'arrive là-bas, et puis le prix avait changé là-bas. Ça avait pris assez de temps, c'est le chemin. Ça avait pris quelque chose de 3 mois comme ça, 4 mois. Maintenant, là-bas, moi, je me suis dit, il faut aussi penser à la question des cargos de transport. Parce qu'il y a d'autres cargos, je ne pense pas s'ils disent effectivement la vérité aux gens qui veulent surtout envoyer des produits. Donc, c'est une question si vous avez
comment vraiment guider les gens par où, comment est-ce qu'il faut avoir des cargos avec certitude, quoi. Ça, c'est la première question. La deuxième question, les fournisseurs. Par exemple, pour celui qui veut acheter ici des produits, quel que soit le... Puisque peut-être pour un débutant qui n'a pas assez d'argent, maintenant, il veut acheter ici un minimum de produits. Par exemple, vous qui êtes dedans maintenant, comment vous le faites? Vous avez des contacts déjà avec les fournisseurs, c'est-à-dire ceux qui fabriquent les produits ici, ou bien vous achetez ça en ligne, ou comment vous le faites? Ça aussi, on a besoin de savoir ça, quoi. Merci beaucoup. D'accord. Je vais commencer avec les fournisseurs. Déjà, voilà aussi un autre aspect que j'ai oublié. Moi, je dis toujours, la vérité est très importante quand tu fais le commerce. Il faut apprendre à dire la vérité quand tu fais le commerce. Surtout quand c'est le client qui commande, qui envoie son argent pour commander. Tu dois lui répondre de ses articles, du mouvement de ses articles. Peut-être pas lui dire que c'est à tel niveau, mais dès le départ, surtout quand le client va envoyer son colis par bateau, ne mentez pas au client que ça va arriver, ça va arriver. Oui. Dites au client que, par bateau là, ça fait, on dit 45 jours, mais ça peut prendre plus de temps en route. Ok. Ça peut prendre, je vais vous expliquer, dernièrement, notre colis, on a eu un colis qui a fait 3 mois dans le bateau. On a eu tout genre de pression, mais tellement on était véridique avec les clients, qu'ils nous ont plutôt remercié quand leurs colis sont arrivés. Parce qu'on disait juste la vérité, ce que le cargo nous disait, c'est ce qu'on leur disait. Ok. Oui, dis la vérité aux clients par rapport au... Et avant d'utiliser un cargo, rassurez-vous que vous connaissez des gens qui ont envoyé les colis là-bas jusqu'à les colis sont arrivés. Voilà, c'est surtout ça. Parce qu'il y a ces cargos ici, je ne pense pas s'ils disent effectivement la vérité, quoi. Donc, tu peux leur demander, par exemple, nous qui sommes peut-être dans d'autres villes qui ne sont pas à Guadeloupe ou à Io, peut-être tu les rencontres dans les groupes et puis tu leur demandes. Maintenant, ils te disent une date de 2 mois ou bien peut-être 1 mois, 10 jours, mais il se trouve effectivement que ce n'est pas ça, ou ce ne sont même pas eux qui sont les propriétaires du cargo, quoi. Ça aussi, ça pose un peu de... Ça te pousse à mentir à tes clients. Il y a beaucoup de sous-traitants dans les cargos. Oui. Il y a beaucoup, peut-être moi je peux devenir sous-traitant. Du genre, je connais mon cargo avec qui je travaille depuis, je vois qu'il est bon. Je commence à vous dire que moi je fais le cargo. Pourtant, ce n'est pas mon, je suis juste, je suis personne lambda là-bas, mais je vous dis que c'est mon cargo. Que c'est pour moi. Envoyez vos choses. Tu vois un peu? Oui. Ce que moi, je dis, si tu veux vraiment faire le commerce ici en Chine, et que tu n'as pas trouvé même une journée pour aller tourner à Guangzhou là, tu auras toujours, c'est comme si tu as l'entorse sur ton pied. Ah ouais. Trouvez au moins même une journée pour aller tourner à Guangzhou, vous revenez. Ok. Rien que l'affaire des cargos là, ça va vous aider. Déjà, l'effet même de savoir, même seulement de voir où quand tu envoies tes colis, ça n'a pas atterri là, ça te donne une certaine paix du cœur. Oui. Il faut vraiment, vraiment faire l'effort de voyager, d'aller à Guangzhou faire un tour, même seulement pour la balade. Moi, je suis allée à Guangzhou 2 fois. Mais les 2 fois que je suis allée à Guangzhou, là, ça m'a beaucoup ouvert l'esprit sur beaucoup de choses. Ça m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de choses. Donc, je vous encourage vraiment, si vous avez l'opportunité d'aller même seulement, et l'hôtel n'est pas cher à Guangzhou, avec 100 yuan, tu dors. Ok. Avec 100 yuan, tu dors. Moi, je suis allée à Guangzhou 2 fois en train là, 24 heures assise dans le train. Parce que je sais ce que je partais chercher. Oui. 24 heures aller, je suis allée, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai encore pris 24 heures. Retour, assise. Parce que je savais ce que rien que le fait d'aller voir sur place, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Maintenant, parlant des trucs du problème des fournisseurs là.
Oui. Nous, on se balade beaucoup sur les applications. Et puis, comme je dis encore Guangzhou et Guangzhou, il y a beaucoup de trucs que c'est à Guangzhou là-bas qu'on a eu des contacts. Bon, moi particulièrement du côté des mèches. Si tu le fais dans les mèches et que tu ne pars pas à Guangzhou là, tu ne peux pas dire que tu fais dans les mèches parce qu'il y a des offres que tu ne vas jamais trouver ça en ligne. C'est sur place là-bas et ça finit sur place. Ça ne part nulle part. Ça finit sur place là-bas au marché. Ok. Oui. Et moi, je suis allée à Guangzhou, je connais le marché. Je dis, le marché des habits. Si moi je vivais à Guangzhou, c'est que je pense que je peux même au moins me lancer dans. Moi, je refuse les commandes des habits parce que c'est que Internet m'a déjà fait l'affaire des habits là. J'ai déjà failli avoir la BC ici. Tu vas commander un truc, ce qui va arriver ici là. Toi-même, tu vas encore aller te regarder au miroir. Oui, ça c'est vrai. Donc, ce qui fait que je refuse les habits parce que je ne suis pas... Pourtant, si j'étais à Guangzhou, c'est que moi, mon vrai business sont les habits parce que moi, j'aime d'abord ça. Mais juste que, comme il y a le marché des habits là, mais comme je ne suis pas là-bas, et pourtant, il y a tout ça là-bas, et moins cher. Mais comme je ne suis pas là-bas, et tu sais que la fête des habits là, de nos jours, la nouveauté, c'est tous les jours que les nouveautés sortent. Il faut être là-bas tous les jours pour proposer. D'accord. Moi, et quand vous faites le commerce là, n'hésitez pas de dire non sur un article. Si vous n'êtes pas sûr de livrer l'article, refusez l'argent là. Dites que non, moi je ne trouve pas. Moi, il y a deux trucs actuellement moi, ça me fait mal que je ne puisse pas comment livrer. Il y a les habits et puis il y a la layette. Les habits femmes et layette. Voilà deux marchés que j'ai mal parce que je n'ai pas encore touché le noyau de ces marchés-là. Okay. Mais ce qui est sûr, je vais y arriver. Je cherche, je continue à chercher. Parlant des autres fournisseurs, on cherche dans les applications. Quand on voit que ça a été bon, quand le truc est arrivé, c'est bon, on ajoute le WeChat, c'est simple. Ok. D'accord. On ajoute WeChat. Et l'erreur que les gens font quand ils ajoutent WeChat, c'est de laisser le nom des Chinois là-dessus. Quand tu prends le WeChat de quelqu'un qui vend, par exemple, les strings, écris sur le WeChat du gars que string. S'il vend les boucles, écris sur ton WeChat boucle. Oui. Ne laissez pas le nom machin. Ce qui fait qu'après, si tu as encore une nouvelle commande, tu vas chercher ton WeChat parce qu'il a déjà changé le nom. Quand vous prenez les WeChat des fournisseurs là, mettez le nom que quand vous allez taper le nom mettez le nom des articles. Moi, par exemple, les mèches là, je mets mèche 1, mèche 2, mèche 3, jusqu'à. Si je connais aussi le nom de mèche, je dis mèche telle. Pareil pour les sacs. Je mets sac 1, sac 2, sac 3, comme ça. Quand vous réussissez à prendre les WeChat quand tu finis de causer en ligne avec le client, avec le fournisseur, prends son WeChat, continue sur WeChat. D'accord. Oui. Donc, c'est un peu ça. Ok, merci quand même, merci vraiment. De rien. Camarade, Ok. il est déjà 22 heures, ça fait 2 heures de temps. 2 heures. Merci infiniment. Vraiment, je pense bien que tu viens de résoudre beaucoup de problèmes. Et au terme de tout ce que tu viens de dire, moi, ce que je retiens, c'est que ce que je conseille aux uns et aux autres, avant d'entreprendre ou avant de commencer, quel que soit le type d'activité que tu veux entreprendre, il faut se former. La formation, Oui. vraiment, on la néglige. Moi-même, Oui. vraiment, comme tu l'as dit, pour moi, c'était pas AVC, c'était plus qu'AVC. Mais tout ça là, après, j'ai su que c'est parce que je me suis pas fait former. Souvent, quand je dis à les personnes, formation 10 millions, tu dis, gars, ça là, est-ce que c'est la peine? Pourtant, ça peut t'éviter problème de 2000, 3 millions. Donc, il faut se faire former, ça évite plein de naufrages. Surtout l'achat, la communication avec les Chinois, l'envoi et celui qui gère au pays. Chaque étape, vraiment, est fait au moins de 99% des risques.
Donc, je conseille aux uns aux autres, ça peut être ici comme ailleurs. Si vous voulez entreprendre ou bien vous voulez vous lancer dans quel que soit le type de, comment dirais-je, d'activité, essayez de vous former. Apprenez, approchez ceux, si tu n'as pas le temps ou bien tu n'en connais pas, approchez ceux qui sont dedans pendant longtemps. Peut-être, même s'ils n'ont pas reçu de formation, mais les différents échecs qu'ils ont eu à faire dans ce domaine, ils peuvent vraiment te montrer la route. Donc, c'est ce que moi je voulais dire. Et vous dire merci. À vrai dire, on avait dit 1 heure, mais on a pris vraiment du temps pour ceux qui ont entendu. Merci. Et pour ceux aussi qui ont des connaissances ou bien qui veulent nous proposer des formations ou bien des échanges de ce genre, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter et puis on va essayer de voir comment planifier chaque dimanche à la même heure. Merci, Mel, merci pour l'entretien. Et je pense que s'il n'y a pas autre chose, on se prend dimanche prochain avec une autre personne. D'accord. Merci vraiment, merci beaucoup pour l'initiative. Je tenais aussi à dire, si vous avez d'autres sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on échange, vous pouvez aussi soit envoyer à Camara. Et puis, comme je disais, une autre fois, on va travailler sur la loyauté des clients. Parce qu'on a déjà abordé le sujet de comment lancer un business, à quoi peut faire avant de lancer. On voit que tous les deux sont lancés. On peut maintenant se lancer. Maintenant, comment rendre un client loyal? Comment faire un commerce durable? Ça sera la prochaine fois. Et puis, s'il y a d'autres trucs que vous voulez qu'on parle, vous pouvez informer Camara ou peut-être m'écrire moi-même.